OnlyFans, 100 mecs en une journée. Est-il vraiment marxiste? Analyse avec Position Revue et Dr Zoé. On va parler de cette histoire de cette meuf qui s'est lancé un défi de copuler avec 100 personnes de genre masculin en une journée. Une personne donc qui a fait ça aussi, je pense, pour faire de la pub pour un compte OnlyFans qui s'appelle Lily Phillips. Je crois que c'est une Australienne. Je vais juste vous lire Britannique. d'abord un thread avant qu'on puisse commencer. Et après, on va parler de tout ça avec Position Revue et Dr Zoé, parce que Position Revue a fait un espèce de buzz, moitié bad buzz sur cette histoire sur Twitter. Et Position Zoé et Docteur Zoé voulait lui tirer les oreilles par rapport à ça parce qu'il était un peu mascu, de ce que j'ai compris. Heu, donc voilà. Je vous lis un thread par rapport à cette histoire. Donc c'est cette meuf, donc c'est cet après-midi, j'ai regardé le documentaire sur la fille qui a couché avec 100 hommes en 24 heures. Disons que j'ai beaucoup à dire. Donc trigger warning, certains faits peuvent choquer, donc faites attention à vous. Pour un peu de contexte, elle explique qu'à l'université, elle couchait déjà avec tout le monde et donc elle s'est dit: «Pourquoi ne pas être payée tant qu'à faire?» On commentera après, hein, c'est assez intéressant, mais on commentera après. Elle se définit comme une femme très ouverte sexuellement. Clairement, elle aime le sexe, elle montre ses sextoys. Elle dit, qu'elle voulait attendre jusqu'au mariage, mais qu'elle a réalisé que le sexe n'était pas un acte intime ou spécial. Elle dit littéralement qu'il y aura bien un pauvre con pour m'épouser. Le regard vide, qu'elle a en disant, «Je suis bonne qu'à une chose», elle a une très pauvre estime de soi. C'est triste à voir. Alors est-ce qu'on le voit, ce regard triste? Ah oui, c'est là. «I'm just good for wrestling». Ah ouais, c'est vrai qu'elle a un regard un peu gêné. Après moi, ce que je trouve compliqué, c'est que c'est toujours difficile de savoir si c'est de l'acting pour faire de la pub pour son OnlyFans et pour justement un peu le kink, de mecs qui vont se dire: «Ah ouais, c'est plus excitant parce que, elle a l'air gênée», ou est-ce que c'est vraiment ce qu'elle ressent? C'est pas facile à dire. Mais on va en parler et sûrement c'est mes biais masculins là qui ressortent et que je vais me faire taper sur les doigts par Docteur Zoé qui va m'expliquer que j'ai tort. Heu, Elle ne savait même pas qu'elle pouvait contacter des virus ou même le VIH en avalant du Meusper. Au final, elle n'est pas bien consciente, de la chose, ce qui est inquiétant. Ils ne se sont même pas assurés que les participants n'ont pas de passé criminel. Je vois pas pourquoi ils devraient s'assurer que les participants ont un passé criminel, mais bon, OK. Voilà, tu peux, venir coucher avec cette meuf, mais par contre, si tu as fait un crime, là, il faut surtout pas. C'est logique. Sa team a dit qu'il y avait beaucoup de participants qui ont annulé à la dernière minute, donc ils ont dû inviter des gens random à venir coucher avec elle sans même avoir fait de test auparavant. Bon, ça craint clairement. À la fin, ses yeux brûlent car il y a énormément de meusper dedans. Elle dit, leur avoir précisé de ne pas viser ses yeux pourtant. Cet extrait m'a honnêtement brisé le cœur. Ça se voit qu'elle vient juste de réaliser ce qu'elle a fait, ce qu'elle a subi plutôt. L'ambiance est lourde dans la chambre. Elle semble vraiment palpable, cette ambiance. Sorry. Oui, ça, c'est l'extrait qui a fait le tour un peu. Donc, où elle pleure. En entrant dans la pièce, des centaines de préservatifs usagés sur le sol, des draps tout sales, une odeur insupportable. Le caméraman a failli vomir. Et le pire est à venir car c'est sa maman qui a dû nettoyer la pièce où sa fille a couché avec 100 inconnus. Elle dit qu'à partir du 30e homme, elle a juste dissocié. C'est juste devenu un automatisme pour elle de continuer, qu'elle ne se souvient même pas du visage des hommes. Pour moi, elle a juste l'air d'une femme complètement détruite et traumatisée. So, in my head right now, I can think of like 5, 6 guys, 10 guys that I remember. C'est qu'elle raconte ça avec un regard un peu spécial. Je sais vraiment pas comment me sentir à la suite de tout ça. Je déteste cette vision qu'on a donnée aux femmes, comme quoi commercialiser leur corps de cette façon les rend libres, alors que cette femme a laissé une centaine d'hommes se servir d'elle avant que ne vous disiez quoi que ce soit. Elle a dit elle-même qu'elle a juste dissocié pendant les rapports, elle ne participait même plus. Où est la liberté là-dedans? Pitié, je veux personne pour dire ils ne se sont pas servis d'elle. Et puis après, ça continue avec des trucs un peu différents. Je ne veux entendre personne acclamer ce geste comme étant un acte de liberté ou de féminisme. Au contraire, ça a juste propulsé le féminisme et tous ces combats 100 ans en arrière. Et même, elle l'exprime, j'ai fait partie du problème. Ce que je fais n'est pas normal. Alors peut-être qu'à la suite de ça, on pourrait aller voir le tweet de Position Revue par rapport à ça qui a fait du bruit. Et après partir dans l'analyse avec les camarades, analyse Golmano-Lukachienne de cette affaire d'OnlyFans. Donc où est ce tweet qui a fait
qui a fait jaser. On va le trouver assez facilement. Allez voir d'ailleurs le dernier numéro de Position Revue qu'on voit là, le joli numéro L'Empire masculin. Lis-le et Euh, puis je l'expliquerai, en plus ça Non, correspond tu pars pas dans un à tunnel alors que tu n'es pas à l'écran. pardon. On finit l'intro et puis on commence. Voilà, c'est ici, Position Revue qui dit « Les 100 hommes qui ont participé à cela ne valent pas mieux que les prévenus de Mazan. Les producteurs qui ont créé cela ne valent pas mieux que Pellico. Nous voyons ici que la réification du capitalisme patriarcal ne sera jamais combattue par la notion de consentement. » Et ce tweet a fait 500 000 vues et beaucoup de gens qui ont apprécié le tweet et beaucoup de gens qui ont ragé sur ce tweet. Et donc, on va accueillir les participants à la discussion, Dr Zoé et Position Revue, pour débattre de tout ça. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça et pourquoi est-ce que le tweet de Position Revue fait partie du problème? Salut. Salut tout le monde. Alors moi, je me permets un tout petit truc au départ, qui est vraiment le côté juste prévention santé, là, parce qu'on l'a vu défiler pendant le trade. Il y a des possibilités de transmission de maladies, d'infections sexuellement transmissibles via des rapports avec la bouche, notamment la syphilis, notamment le VIH et notamment les hépatites, le gonocoque aussi. Enfin voilà, on peut attraper des infections sexuellement transmissibles avec la bouche et donc ne pas avoir de protection pendant des rapports orogénitaux expose à des transmissions de maladies. Voilà, cette jeune femme visiblement ne le savait pas, ce qui rajoute au fait que ça me questionne énormément toute cette histoire. Mais voilà, je me permets cette petite précision de santé publique d'emblée dès le début. Ensuite, moi je vais lancer Position pour qu'il explique son tweet, mais je voulais juste dire avant, en gros, on a vu 3 genres de réactions qui parlent de cette femme et assez peu de réactions qui parlent de ces hommes. Et moi, c'est aussi un truc que je trouve intéressant là-dedans. C'est que donc sur cette femme, on a vu 3 types de réactions. La première, c'est, on va dire, oh la pauvre, voilà, la pauvre, elle est détruite, etc. La réaction qu'on a lue sur le trade qu'on a lu aujourd'hui. Il y a une deuxième réaction qui est de dire, elle est libre, c'est elle qui a choisi de faire Girl ça, boss. c'est son choix, girl boss, voilà. Et il y a une troisième réaction qui est pareil, un truc comment dire? Du fait qu'elle est libre d'avoir fait ce choix et tout. Mais là, cette fois, ils disent pas girl boss, ils la trouvent, très, enfin, ils la dégradent, en fait, hein. Ils disent, «Voilà, bah, elle a qu'à assumer, c'est sa responsabilité, c'est elle qui choisit de se salir» et cetera et cetera. Et en fait, là, on parle de cette femme et c'est intéressant puisqu'en fait, dans ces cas-là, on ne parle ni de la structure dans laquelle évolue cette femme, ni des 100 hommes qui sont face à cette femme. Et là, je vais laisser la parole à Chris pour qu'il explique un peu sa take, mais ce que je trouve intéressant, c'est que le tweet de Chris, il parle des hommes, en fait. Il parle pas de Il cette parle femme, mais que de ça. ce qui est très intéressant, c'est que du coup, la majorité des trucs qu'on t'a opposés sur ton tweet, c'est de parler de cette femme et de pas Exactement. parler, des hommes. Allez, vas-y, je te laisse, Non, mais c'est très bien introduit, Attends, je relis le tweet. Les 100 hommes qui ont participé à cela ne valent pas mieux que les prévenus de Mazan. Les producteurs qui ont créé cela ne valent pas mieux que Pellico. Nous voyons ici que la réification du capitalisme patriarcal ne sera jamais combattue par la notion de consentement. Donc c'est vrai que tu parles que des producteurs et des hommes qui ont fait cela, c'est ça. et Mais c'est assez clair en ça fait. l'intéressant, c'est que la façon dont il est reçu, les gens n'ont reçu que comme si je comparais cette fille à Gisèle Pellico. Or, c'est tout sauf cette comparaison. Justement parce que, comme je le dis, je montre que à la fin, je mets en critique la notion de consentement. L'idée même du tweet, c'est juste, et quand je justement d'interroger que même quand quelqu'un consent ou veut faire quelque chose, comment ça se fait que ça se passe normalement? Alors, je vous donne un autre exemple. Par exemple, si vous voyez quelqu'un dans la rue qui vous dit mettez-moi un coup de pied contre 50 €, voyez, est-ce que vous lui donnez un coup de pied? Et est-ce que vous trouvez normal, par exemple, que quelqu'un vous te dise bah, il était consentant, il m'a demandé, on a même signé une décharge au cas où je me retrouve à l'hôpital, etc. Qu'est-ce qui produit que quelqu'un, parce il a donné son consentement, son avis, etc., vous allez pouvoir exercer sur lui une forme de violence? Voilà. Chris qui compare la sexualité à des coups de pied, hein, ça en dit long sur sa sexualité, hein, je dis ça, mais... Ouais, alors c'est intéressant que tu fasses cette take-là pour me provoquer, parce que et c'est une parenthèse, mais ce qui est très intéressant sur ce sujet-là,
c'est qu'on voit bien qu'il y a un tabou de la sexualité. C'est-à-dire, il y a un tabou conservateur et un tabou, des fois, qui se cache en progressisme. C'est-à-dire que la sexualité serait un sujet sur lequel on ne peut pas parler, sur lequel on ne peut pas critiquer. C'est-à-dire que toute forme de pratique sexuelle serait de fait euh, acceptable, logique, ou alors que la sexualité devrait être forcément ultra normalisée, etc. Non, c'est un sujet comme n'importe quelle relation interhumaine où on peut trouver qu'il y a des formes de relations entre deux personnes qui sont critiquables, d'autres qui sont parce qu'elles sont violentes, parce qu'elles reproduisent des structures violentes, parce qu'elles reproduisent des stéréotypes. Et c'est une activité qui elle-même peut être progressiste, libératoire, émancipatrice, etc. Tu vois, pour moi, Prochain live, on fait une tier list marxiste des différentes sexualités. Quelles non sont mais les sexualités les plus marxistes? bah, tout le monde est d'accord pour dire, par exemple, la pornographie fabrique des rapports entre les hommes et les femmes qui peuvent être catastrophiques. Voilà, il n'y a pas de problème à le dire ça. C'est-à-dire que même les gens de gauche qui sont... Et en plus, je vais refaire une parenthèse. Et là, on parle bien de production d'un contenu. Moi, toujours pareil, pourquoi je n'ai pas parlé de cette jeune fille, là, Lily Phillips, etc. Pourquoi? Parce que, précision, nous, moi, personnellement, et puis dans ce qu'on produit, on n'est pas là pour incriminer les TDS, les travailleurs du sexe, les prostituées, etc., les acteurs pornographiques, etc. De la même manière que on sait qu'ils sont pris dans un système. Il y a un second tweet où je l'explique, etc. Ils sont pris dans une industrie où ils sont violentés, où ils sont réifiés. Et notre tâche, nous, c'est de s'en prendre aux conditions de production de cette violence et de cette réification sans jamais tomber sur ceux qui la subissent ou qui la pratiquent, c'est-à-dire vraiment les travailleurs. Et ça, c'est de la même manière sur les immigrés. On sait que, par exemple, il peut y avoir au sein du prolétariat des violences entre prolétaires, etc. La bêtise, c'est de croire que, par exemple, parce qu'il y a des concurrences entre les prolétaires du Sud et les prolétaires du Nord, ou les prolétaires immigrés et les prolétaires natifs, il faudrait s'en prendre aux immigrés et aux travailleurs immigrés plutôt que s'en prendre à un système qui, justement, les met en concurrence. Donc, moi, j'ai pas une position abolitionniste, par exemple. J'ai une position de critique des conditions de production de la sexualité tarifée, de la sexualité et de la pornographie, etc. Il y a des conditions de production qui sont structurées par du masculinisme, par de la violence, par de la réification des femmes, etc. Et c'était ça qui m'intéressait. Et moi, ce qui m'intéressait dans cette affaire, c'est pas justement me concentrer sur cette personne. Ce qui m'intéressait, c'est de me dire, est-ce qu'il y a un monde où quelqu'un qui veut, même si elle, pour de l'argent, se faire, et en plus on le voit qu'à la fin elle-même considère qu'il y a une folie pour faire ça, que c'est une violence, et elle dit au bout du 30e, je déconnecte, etc. Enfin, vous voyez, se faire à ce point violence pour de l'argent, et là, ça peut être de la sexualité, c'est pour ça que je comparais ça à n'importe quelle autre forme de violence. Est-ce qu'on considère qu'il y a un monde où il n'y aurait pas d'hommes pour pouvoir dire non, mais moi je fais pas ça? Est-ce qu'il y a un monde où on peut se dire elle propose ça sans que sans hommes puissent dire oui, on va passer comme un troupeau derrière ça, et qu'il y a un monde où il y a personne qui vient justement, et ça c'est le monde capitaliste, qui vient dire oui, et en plus on va filmer ça, on va en faire un documentaire et on va fabriquer de la valeur d'échange avec. Voilà. Donc, et là, du coup, c'est ça qui m'intéresse, c'est la structure qui porte justement ce phénomène de masse. Ce qui était fait, à mon sens, ce qui était absolument hallucinant dans Mazan, c'était pas qu'il y a ce fou de Pellico, parce qu'on en voit d'autres, etc., des gens individuellement, etc. C'est qu'il y avait plus de 80, et Zoé, tu connais l'affaire mieux que moi, mais je sais pas combien on estime de gens qu'on n'a pas pu traîner devant la justice, etc., qui seraient dans cette affaire. C'est d'avoir trouvé à ce point des gens pour pouvoir participer à ça. Et donc là, pour moi, ça interroge les structures d'objectification, de violence, de dénégation de l'individualité et presque d'humanité en fait de cette personne,
euh, sous la barrière justement du consentement. Voilà. Elle est d'accord et personne va analyser justement les conditions dans lesquelles ce consentement existe en fait. C'est-à-dire, quelle est sa vie, on voit bien qu'elle a l'impression, comme elle le dit, d'être bonne qu'à ça, etc. Comment elle est rabaissée, etc. Personne n'interroge les structures qui ont produit ce consentement ou cette apparence de consentement. Et avec ses parents qui gagnent de l'argent grâce à elle, etc. Donc, elle fait vivre sa famille par ça. Donc, quel est le niveau de consentement Personne ne l'interroge. Non, en fait, c'est le moyen. Et là, on le voit bien. Et c'est pour ça que nous, sur le tweet, il y a eu énormément de masculins qui ont répondu. C'est le fait d'avoir le consentement de cette personne les autorise à vraiment à se dire jamais on ne peut interroger les hommes qui ont participé à ça. C'est ce que tu disais, Zoé, en intro. On ne peut pas interroger les hommes. Ils ne peuvent pas être considérés comme violents, comme avoir produit quelque chose de violent sur cette femme parce qu'elle était consentante. C'est-à-dire on ne peut pas interroger. Et ça, on ne peut pas interroger le rapport à la femme, à la sexualité de ces hommes qui ont fait ça, de cette violence, etc. Parce que eux-mêmes se cachent derrière ce consentement. Et ce qui est drôle dans ce tweet, c'est que Donc, t'es contre le consentement? je considère que c'est une fausse notion. Je considère que c'est une notion qui ne veut rien dire quand on veut évacuer des violences dans la société. D'ailleurs, je vous invite, hein, mais il y a des gens qui font des viols sur des nourrissons ou des très très jeunes enfants. Comment vous expliquez qu'il n'était pas consentant? Vous voyez, ça n'a aucun sens. Quand vous refusez, par exemple, ce que toute personne normale refuse de violer un nourrisson ou un très très jeune enfant qui n'est pas capable de donner son consentement, les handicapés. Il y a énormément d'handicapés ou de personnes âgées qui se sont violées dans les EHPAD parce que justement, on ne peut pas savoir quels sont, on ne peut pas savoir vraiment s'ils sont consentants ou pas. Donc cette notion de Tu veux dire consentement, parce qu'ils n'ont pas le niveau de conscience pour choisir, c'est ça? mais c'est pas une Quand tu parles question d'un de nourrisson, c'est parce qu'il mais n'a ils pas le peuvent niveau de pas. conscience Ah, pour être conscient. Ben, on le considère non consentement, c'est consentant, une le nourrisson, parce qu'il est justement pas conscient, tu vois. En fait, on se dit tant qu'il n'y a pas un consentement clair, ça veut dire qu'il n'est pas consentant, tu vois. Il n'y a pas besoin qu'il Eh soit ben, non c'est bien ce que je veux consentant dire, pour ne c'est pas que être donc consentant. c'est bien justement que tu poses un a priori de non-consentement, mais tu n'as pas évalué s'il y avait un consentement ou non. C'est-à-dire Mais que tu peux pas le faire étant donné qu'il n'a pas de conscience propre, claire, le nourrisson, tu vois. donc ça Il veut pourrait dire pas être que consentant, tu vois. bah, justement, c'est bien ce que je te dis. Donc ça veut dire que quand tu as des choses qui quand tu ne peux pas évaluer le non-consentement, tu pars du principe qu'il est non consentant. Mais c'est bien un a priori. C'est pas un a posteriori comme quand quelqu'un a exprimé qu'elle était consentante. Voilà. Donc c'est bien que tu n'attends pas un consentement. Voilà. Alors, moi, je vais rebondir Mais sur juste des trucs. voilà juste pour terminer là-dessus. euh, pour terminer là-dessus. euh, euh, C'est vrai qu'il n'a pas parlé, c'est pas pourquoi Chris, tu la coupes comme ça. Non, mais vas-y, je finirai. Non, mais finis ce que tu voulais dire. Non, mais je voulais dire, justement, cette idée de consentement, en fait, elle ne peut être exprimée que positivement. C'est-à-dire que on se rend compte et on arrive. C'est pas parce que quelqu'un dit oui, je suis consentant, par exemple. Est-ce que vous considérez que les ouvriers sont consentants à leur exploitation? Voilà. Bon, bah, justement, tout le travail de l'analyse des structures sociales, du marxisme, etc., c'est de montrer qu'ils ont beau être consentants, ils sont quand même pris dans un rapport de violence. Voilà. L'idée même de consentement et de contractualisme pose l'idée de volonté absolue des gens, de compréhension réelle des rapports et des constructions dans lesquelles ils sont, ce qui est normalement à gauche totalement faux, sans rentrer dans une logique totalement déterministe, tu vois, où on va dire les gens sont déterminés, donc ils n'ont pas de volonté ou de consentement. Mais notre but à nous de marxistes, c'est justement d'interroger les conditions d'expression de ce consentement. Voilà. Et qu'il y a des conditions d'expression du consentement. Consentir à se faire exploiter sur une chaîne à l'usine, bah, on va dire oui, ils sont d'accord, ils ont signé le contrat de travail, voilà, etc. Mais est-ce qu'on considère que ces conditions
qui ont produit ce consentement ou cette apparence de consentement ou ce consentement de moindre mal sont légitimes. Eh bien, là, c'est exactement la même chose. Il y a des structures masculines, des structures capitalistes qui ont produit je ne sais pas comment on peut dire, cette performance, ce show sur, voilà, qui me semble critiquable et qui, quand on est de gauche, quand on est progressiste, c'est-à-dire consentement ou pas consentement, ce qui a été produit là mérite d'être interrogé. Point. Et donc, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que cette histoire-là, elle est compliquée parce que tu l'as dit au tout début, Padu, mais en fait, là, on est aussi face à une femme qui est dans un marché concurrentiel, hein, qui est le marché de vendre des images sexuelles sur Internet, OnlyFans, Mime, etc. Donc, elle est actrice pornographique, elle fait de la pornographie. Et sa visibilité est un élément déterminant de son niveau de rémunération. Donc, elle a besoin qu'on parle beaucoup d'elle pour pouvoir gagner plus d'argent. Alors, tu as dit qu'elle était australienne, elle est britannique, cette jeune femme. Et moi, j'ai essayé de regarder un petit peu, je n'ai pas exactement réussi à voir exactement quelle est son histoire de vie, etc. En tout cas, ses parents sont a priori partie prenante de son activité et estiment que, voilà, que c'est un travail et que c'est un bon travail parce que c'est un travail qui est extrêmement rémunérateur. Et de ce que je comprends, elle ne sort pas spécialement d'un milieu spécialement bourgeois, en fait, hein. Elle sort plutôt d'un milieu, de ce que j'ai cru lire entre les lignes, plutôt prolo anglais. Et donc, cette jeune femme-là, elle est aussi en représentation. Et donc, la chose qu'on regarde pour pouvoir juger de ce qui se passe, pour juger de ses émotions à elle, en tout cas la manière dont elle les exprime, on a plusieurs difficultés. Elle est en représentation, elle doit faire du buzz. Et donc, on ne sait pas à quel point elle fait des choses pour que ça puisse être vu derrière, pour que ça soit relayé et pour que ça augmente son flux. Mais en plus, il arrive qu'on puisse dire des choses de soi-même. Et oui, c'est une réalité. Sans pour autant avoir la conscience totale de ce qu'on est en train de vivre et de la violence qu'on est en train de vivre. Vous pouvez faire dire à plein de gens qu'ils sont parfaitement d'accord avec ce qui est en train de se passer et pour autant, en fait, ça leur fait beaucoup de mal et ils s'en rendent compte même parfois plus tard, etc. Les masculins détestent qu'on puisse dire ça parce que du coup, c'est comme ça qu'ils disent ouais, l'emprise, c'est un truc qui a été inventé par les meufs pour qu'une fois qu'elles se sont séparées de leur mec, elles se rendent compte que finalement, le truc auquel elles ont consenti pendant plusieurs années, bah, finalement, en fait, ça leur convenait pas, tout ça pour se venger de la rupture, etc. Et prendre une Vous pension alimentaire, hein, je connais. Hein. Ouais, voilà, exactement. Donc en fait, le fait que, dire à un instant T: «J'ai choisi de vivre ça et c'est mon libre choix et je consens», ne permet pas de garantir que ça se passe bien pour toutes les personnes qui sont présentes dans la pièce et donc cette notion de consentement, elle est de toute façon, compliquée et ce que dit Chris, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, la présomption de non-consentement n'a pas du tout les mêmes conséquences que, attendre que le consentement soit exprimé. C'est ça qu'on veut dire. Et Exactement. donc la présomption de non-consentement, on l'applique déjà, dans les cadres que Chris a donnés, les enfants, les personnes, qui ont, des handicaps, cognitifs, majeurs, qui les empêchent, d'exprimer leur volonté, des personnes âgées, très démentes et cetera. Heu et du coup, on n'arrive pas à porter ce et on pense qu'il y a 2 types d'êtres humains, les êtres humains qui ne sont pas capables de consentir et qui ne sont jamais consentants et les êtres humains parfaitement libres qui peuvent exprimer leur consentement et là, du coup, ça simplifie les choses. Donc voilà, il y a toute cette question-là et quand on regarde, dans le chat, là, du coup, je voyais donc Chris parle des hommes qui ont participé à ça et quelqu'un dit d'une manière, je pense, un peu provocatrice: «Ah oui, donc en fait, sexualité égale violence». C'est-à-dire, c'est la question de: «Mais est-ce vraiment violent, ce que cette femme a vécu? Est-ce que vraiment on peut considérer ça comme de la violence?» Donc moi, j'ai regardé le reportage qui a été fait. Ce qu'il explique, donc c'est 100 hommes sur 14 heures, donc je vous laisse, calculer, mais en fait, ça fait, un roulement, extrêmement, extrêmement, élevé, hein, d'hommes auprès de cette femme, Zoé qui, qui a fait passer un abonnement OnlyFans sur notre asso, mais c'est purement professionnel, vous inquiétez exactement, pas. exactement. Non, le reportage est accessible sur YouTube, tu vois pas les images, sexuelles, tu vois Ouais, non, mais tu pas obligé de le te making justifier, of. il y a aucun souci. Et d'ailleurs le reportage, enfin, l'opération de com, fonctionne très bien parce qu'il est extrêmement vu et tout ça. Il fait des millions et des millions de vues. Et donc on participe un peu en parlant, en parlant de cette chose, on participe aussi à ça. Mais nous, on a envie d'y participer justement pour amener quelque chose de différent de, «Elle l'a bien cherché», «Oh la pauvre» et ou «Elle est libre, c'est son libre choix», quoi.
Et donc ces hommes sont recrutés en fait à l'avance, où on leur demande, ils ont soit des créneaux de 2 minutes, soit des créneaux de 3 minutes, soit des créneaux de 5 minutes. Et elle explique très bien, elle, qu'au bout du 30e, elle dissocie, mais ce qu'on peut tout à fait comprendre, parce que en dehors du fait que ça soit purement de la sexualité, imaginez le fait d'avoir une activité sexuelle toutes les 2 à 5 minutes avec des hommes qui défilent et qui défilent et qui défilent et qui défilent pendant 14 heures d'affilée. Enfin, je veux dire, évidemment que c'est une mise à l'épreuve pour le corps, même sans aller parler de toute la dimension, de tout l'impact que peut avoir que la sexualité sur une personne en rapport avec sa propre histoire, etc. Donc, c'est pas du tout anodin, en fait, de dire ça. Et moi, je vais faire un parallèle. Pour sortir de la sexualité, je vais faire un Juste, parallèle. petite petite précision, j'ai pas, parce que là, la personne Non, mais revient. réponds pas J'ai aux pas j'ai commentaires fait un pendant parallèle que entre Zoé parle, sexualité Chris, c'est chiant. non, non, mais sexualité et violence, mais juste pour finir ce qu'a dit Mais Zoé. réponds après, c'est trop chiant. Mais non, je réponds pas, c'est juste, je précise. C'est la violence, c'est ce fait-là, pas la Oui, sexualité, ce fait-là de 100 hommes qui passent sur une femme. Point. Donc il y a c'est rien à ça. voir avec la sexualité. Stop. Et quand on prend rendez-vous sur internet pour dire: «Je réserve un créneau de 3 minutes à 14h17 en 56e position», je suis désolée, mais vous ne prévoyez pas d'avoir une relation de partager de la sexualité avec quelqu'un. C'est pas ça que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train d'avoir un rapport de chosification au corps de cette personne. C'est pas, je veux dire, c'est pas de la sexualité de partage classique entre 2 êtres humains à égalité. C'est pas ça qui se passe là. On peut pas parler de ça. C'est autre chose. Et donc, pour le coup, vraiment, des choses qu'on a déjà développées, mais une expression de ce que le rapport patriarcal capitaliste fait, notamment sur la conception de la sexualité par les hommes, qui est en fait le sexe est un besoin ou une marchandise, et on y accède en ayant accès à la marchandise femme. Et cette femme n'a pas d'existence en tant qu'être humain dans ce contexte-là, au même titre que quand on se fait recruter sur Internet pour avoir des rapports avec une femme inconsciente, là je parle de Gisèle Pellicot, et que la ligne de défense de tous ces mecs, c'est mais moi, comme j'en avais parlé avec son mari, en fait, je pensais qu'elle était d'accord, effectivement, elle était endormie, et cetera. Mais le fond du truc, c'est que ça ne leur est pas venu à l'idée. Ça ne leur est juste pas venu à l'idée. Ça ne fait pas partie de la question parce qu'ils sont dans une position d'homme dominant dans une société qui organise une domination masculine, avec des structures mentales capitalistes qui prennent et qui se servent. Et qui sont pas dans un rapport d'échange avec un être humain à ce moment-là. Et donc, une fois qu'on a dit tout ça, moi, ça me rappelle, pour sortir de la sexualité et même pour sortir de la domination de genre, cet été, je suis allée en vacances à un endroit où il y avait un très, très haut pont. Heu, C'était dans un endroit où les gens étaient relativement, pauvres. C'était une zone très touristique, et donc il y avait ce très grand pont qui était à une dizaine de mètres de hauteur, et il y avait des jeunes hommes, qui, attendaient, qui montaient au-dessus du pont et qui attendaient, pendant plusieurs dizaines de minutes, et une fois que les touristes avaient donné suffisamment d'argent à ce jeune homme, ils sautaient. Et ils sautaient dans des conditions qui étaient clairement des conditions, dangereuses, parce qu'il y avait pas énormément de fond en dessous, qu'il y avait des cailloux des 2 côtés, qu'il y avait pas d'équipe, enfin sur des sauts qui font, plusieurs dizaines de mètres, c'est quand même bien d'avoir une équipe, voilà, de sauvetage en bas, et cetera, au cas où, ce qui n'était absolument pas le cas. Et clairement, c'était clairement des jeunes hommes qui, contraints par la nécessité économique, peut-être aussi avec, par ailleurs, un enjeu de propre glorification, un enjeu de virilité, et cetera. C'est possible, toutes ces choses-là se mélangent, mais se mettaient énormément en danger, et des touristes avaient envie de voir quelqu'un se mettre en danger qui n'est pas eux, par plaisir de pouvoir, acheter le fait de regarder un être humain faire quelque chose qui est, extraordinaire, bizarre, et cetera. Ce que je veux dire, c'est que oui, là, ces jeunes hommes, ils sont consentants aussi, mais la réalité des choses, c'est que, les gamins de Amélie Oudéa Castéra qui ont fait Stanislas, ils sont pas en haut d'un pont en Bosnie, à attendre que, des touristes leur donnent suffisamment de thunes, pour, sauter et mettre leur vie en danger, pour gagner leur vie. Mais Donc hem Donc je voilà, et là, me on parle encore de consentement, et bon, et en fait, encore une fois, dans ce contexte-là, la notion de consentement, elle a pas vraiment de sens. On En passe à fait, elle côté ne du point. sert à rien pour expliciter la situation de violence, c'est ça que je veux Bah dire. oui. Gonzo Maquisard qui me dit: «C'est parce que je suis pas précis sur, YouTube». Non, c'est toi qui es pas précis. Je te réponds directement parce qu'on a eu le débat.
c'est toi qui n'es pas précis parce que quand on fait un tweet spécifiquement sur ce sujet et que tu penses qu'on parle de la sexualité en règle générale, c'est toi qui fais une abstraction en prenant un fait simple qu'on critique de 100 hommes qui viennent prendre, exactement comme l'a décrit Zoé, leur rendez-vous pour passer à la queue leu sur une femme pour faire une performance et puis pour fabriquer de l'argent avec, voilà, de considérer que quand on dit que ça c'est violent, on l'étend à toute la sexualité. Il n'y a rien dans nos propos qui te permet de dire ça. Donc c'est toi qui fais des abstractions et qui nous les reproches. Il n'y a absolument rien dans nos propos qui disent la sexualité est violente. Donc ça c'est une petite précision sur le côté on peut des fois être maladroit, mais là je crois pas. Et c'est ce que tu viens de dire, Zoé, ton exemple il est excellent. Comment on analyse la violence de classe et comment la bourgeoisie la réfute avec le consentement. Quand vous venez de dire à un ouvrier qui se tue au travail, qui va perdre 20% d'espérance de vie par rapport à quelqu'un qui est bien né, etc., mais ça, faut l'arrêter le travail de nuit. Ça, faut arrêter de faire ses travaux forcés. Ça, il faut faire la semaine de 8 heures. Ça, il faut faire la retraite à 65 ans, etc. L'abolition du travail des enfants. Comment la bourgeoisie nous dit, mais les gens, ils signent des contrats, ils sont consentants. Voilà, ils savent très bien ce qu'ils veulent. Ça veut pas dire quoi? Ça veut pas dire que quand on critique les structures capitalistes de travail et d'exploitation, on vient dire aux gens qui sont totalement déterminés, qui savent pas ce qu'ils font, etc., et qu'on remet en question leur libre arbitre. Non, ce qu'on veut dire, c'est que oui, mais t'as toujours pas compris le tweet, Gonzo Makizar. Donc, ce qu'on veut dire, Arrête de c'est répondre que... à des gens Oui, dans le Non, chat réponds pas au mais... chat, que les gens ne Héroul, verront pas sur sur YouTube. Si YouTube, tu les veux gens répondre voient à pas. quelqu'un sur le chat, il faut que tu lises son commentaire. C'est pas forcément gênant. Ouais, Si tu veux bah, répondre à quelqu'un sur le chat, t'as le droit. Mais tu lis son commentaire. Mais non, mais c'est qu'en fait, personne comprend rien sur YouTube en fait quand tu fais ça. On voit pas Non, le non, chat mais sur YouTube. pardon. Mais ce que je veux dire, c'est que... Mais c'est pas grave que tu répondes. Tu peux répondre à des gens sur le chat, mais il faut que tu cites leurs propos, sinon on comprend pas ce que tu J'ai fais. fait la comparaison entre l'affaire Pellico et l'affaire... Non, il n'y a pas d'affaire. J'ai fait la comparaison entre des hommes qui passent à la queue leu parce qu'on leur a demandé sur OnlyFans voilà, ou de 100 hommes qui passent sur une meuf non consciente parce qu'ils se sont échangés avec le mari. Voilà, c'est ça la comparaison. Donc, tu veux pas revenir sur ta non-compréhension, c'est pas grave. D'ailleurs, c'est marrant. Juste, on pourrait faire le parallèle entre le mari et la famille et le mec qui gère plus ou moins le documentaire et tout ça. Tu vois, dans les deux cas, il y a une espèce de passerelle par des gens extérieurs à la meuf pour monnayer le fait de passer sur la meuf, quoi. Oui, Évidemment, vraie question. c'est que, qu'on revienne à ce qu'on dit, on s'en moque du consentement dans cette affaire. Ce qu'on analyse, c'est les structures qui font que des gens produisent ce documentaire, c'est l'objet du tweet, et c'est des structures qui font qu'on analyse les 100 hommes qui sont patchistes sur cette femme. Voilà. La question de qu'elle soit consentante ou non, c'est secondaire. Voilà. C'est qu'est-ce qui font que des gens, par un simple effet de consentement, puissent faire ce genre de pratique. De la même manière, comment vous voyez, par exemple, typiquement n'importe quel exploiteur de la bourgeoisie qui va violenter les gens au travail, qu'est-ce qui fait qu'il le fait tous les jours? Voilà. Malgré le fait, il va se cacher derrière le consentement de ses ouvriers. Je ne les force pas. C'est eux qui viennent. Voilà. Et puis, on a signé un contrat, donc ils sont subordonnés. Donc la question du consentement ne dit rien des structures de domination et de violence. C'est exactement ce qu'on a essayé de dire. Et ce qu'on essaye de dire là à l'instant. Voilà. Que les gens soient consentants ou non, il y a une violence qui s'exerce. Voilà. Comme tu disais, voilà, si demain tu te mets 50 € pour... si quelqu'un vous propose 50 € pour le frapper, est-ce que vous allez le faire ou non? Voilà. Et la question de se poser la question de se dire, mais attendez, mais s'il est consentant, je peux me faire un petit billet en lui tapant dans la tête. Eh ben, la question va se poser de pourquoi vous ne violentez pas gratuitement quelqu'un et parce qu'il vous l'a demandé et qu'il y a de l'argent en face, vous êtes capable de le faire. Ça, c'est problématique. Voilà. Donc, c'est ça qu'on critique. Donc, l'idée même de
elle est consentante, elle est TDS, faut pas la. Mais il n'y a pas de souci. Je veux dire, on est tous pris dans des relations de domination, de conditionnement, de choses que si on avait d'autres rapports matériels, on ne ferait pas. Si on avait d'autres rapports matériels, on ferait, etc. Ça, il n'y a pas de problème. La question, nous, c'est la structure de violence qui fait que ce fait-là, une femme, sans homme lui passe dessus, soit filmé, est produit. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que c'est créé? Eh bien, c'est pas simplement un rapport au consentement. Il y a des structures mentales de domination des femmes, de violence, d'objectification, comme l'a dit Zoé, et c'est ça qu'il faut qu'on interroge. Mmh. Et moi, du coup, je vais revenir un peu sur elle aussi. Je sais pas si la capsule sortira avant ou après, la capsule qu'on est en train d'enregistrer aujourd'hui, mais on a fait un react à un homme qui s'appelle Alexis Chance, qui fait du contenu, beaucoup sur TikTok, pas mal sur YouTube aussi. Alors bon, qui parle de relations hommes-femmes, c'est un masculiniste de droite, enfin d'extrême droite même, qui aime beaucoup Thaïs Descuffon et cetera et qui, fait, ce qui est à la mode en ce moment, c'est-à-dire inviter des femmes qui sont travailleuses du sexe sur internet, donc essentiellement des Juste, modèles. pour pas que tu diffames des gens, je suis pas persuadé qu'Alexis Chen soit d'extrême droite. Mmh. Si, tu as pas vu? Il a fait des contenus pro-Trump hyper bizarres et tout. Si, je connais un peu. Ah, parce que C'est d'accord, être pro-Trump, c'est extrême droite. Non, d'accord, je suis chez les gauchistes, là, d'accord. con. Oui, être pro-Trump, Non, c'est un je veux acteur dire, il d'extrême droite, boucle pas sur évidemment. des thématiques identitaires, Non, alors c'est pas un c'est un identitaire, mais attends, il y libéraloïd a mascu. mais il y a pas que des identitaires qui sont d'extrême droite. Déjà, c'est un homme noir, donc c'est difficile d'être identitaire quand tu es un homme noir en France. Mais on peut, tout à fait être Est-ce qu'il vote d'extrême droite. Macron? Est-ce qu'il vote Le Pen? Je pense que ce mec vote Macron, tu vois? Entre les 2. Je suis pas du tout sûre comme toi. Moi, je pense qu'il vote Zemmour, mais sincèrement, hein, Je sais pas je s'il pense vote qu'il vote Zemmour, Zemmour. hein. Si, Je sais pas si, s'il vote c'est, Zemmour. il a un discours libertarien, avec un discours hyper Ouais, mais est-ce qu'il est réactionnaire, hyper sur les mœurs. raciste? Je suis pas persuadé. Bon bref, c'est pas le souci, mais Je t'assure que tu serais, surpris, hein. Heu et oui, tu peux être identitaire et noir, effectivement. Heu, mais c'est moins fréquent, c'est ça que je veux dire et le mode identitaire de Thaïs, qui veut une pureté génétique blanche en France, c'est compliqué de le défendre quand tu es noir. Bien que ça puisse arriver, évidemment. Mais tout ça pour dire que, en tout cas, son fonds de commerce, c'est d'inviter des femmes, des travailleuses du sexe sur internet, donc des modèles OnlyFans et Mimes pour, les dégrader énormément et qu'on a fait une capsule où il invite une jeune femme qui s'appelle Carla, Vix, qui a eu une activité de pornographie pendant quelques années et qui là, a priori, est dans une démarche de vouloir arrêter et se fait inviter par, des gens comme Alexis Chance qui, la dégradent énormément, lui demandent de s'humilier sur le fait qu'elle a fait ce travail, sur le fait qu'elle est gâchée, sur le fait que ça sera plus jamais un être humain qui a une valeur et cetera et cetera. Parce qu'au sein de cette réification qui crée ce fait même, le fait que, des femmes soient réifiées, qu'on marchandise leur corps et cetera, mais au même titre qu'on va aller, réifier et marchandiser, d'autres types, de personnes que, les travailleuses du sexe, hein. En plus, les travailleuses du sexe portent le fait que on les considère comme, à jamais souillées, dégradées, et vraiment, ça fait aussi partie de la culture du viol, c'est-à-dire de considérer que l'acte sexuel est intrinsèquement sale pour la femme, salissant et que c'est elle qui porte la responsabilité de cette salissure. Parce que les hommes, c'est pas de leur faute, ils ont des pulsions, ils ont des besoins. Ils sont, en position, pour, être dominants dans la société parce qu'ils seraient rationnels et machin truc. Mais par ailleurs, ils n'arrivent pas à gérer leurs pulsions, leurs besoins de sexe et donc c'est jamais de leur faute quand il y a, Mhm. des rapports sexuels. Si tant est qu'on ait envie de mettre la faute sur quelqu'un quand il y a un rapport sexuel. Parce que là, a priori, on parlait de «rapport consenti» entre guillemets. Carla Vix, en fait, moi, quand j'ai regardé cette interview, l'interview, enfin, vous verrez la capsule, l'interview fait vraiment mal au cœur parce qu'en fait, elle va mal cette jeune femme et elle donne des éléments de son parcours. En fait, c'est une jeune femme qui était, dans une situation, d'endettement énorme avec sa famille, qui a été en souffrance dans son travail d'infirmière, qui a arrêté ses études, qui a commencé à faire du striptease et puis qui a été prise, dans un espèce de voilà, de montée en puissance, en gros, du niveau de travail du sexe, mais probablement aussi avec une histoire où elle raconte qu'elle a fait des soirées dites libertines, alors qu'elle était extrêmement jeune, hein, 19-20 ans, où elle a énormément de rapports avec beaucoup de gens et ce qu'elle en tire, c'est que c'était des gens très, très, très malsains et qu'elle ne veut plus jamais y retourner. Ce qui pose vraiment la question de l'histoire traumatique qu'elle a eue avec tout ça et quand elle raconte ça, en fait, 1 an avant, on a une interview d'elle où elle est en plein dedans
Et elle est dans une espèce de période de lune de miel avec le truc où elle dit que tout va bien, qu'il y a pas de problème, qu'elle gagne de l'argent et effectivement, je crois qu'elle a gagné énormément d'argent et que du coup, elle a littéralement, sorti sa famille de la misère, qu'elle s'est mise à l'abri probablement pour toute sa vie avec, l'argent qu'elle a amassé et cetera. Enfin, c'est très ambivalent ces trucs-là. Mais d'un autre côté, elle tient quand même un discours du fait qu'on lui a imposé de faire des choses, qui ont été vécues, d'une manière, profondément violente, quoi. Et hem et donc, on peut voir une femme dire à l'écran, enfin, mais même, un homme, hein, dire à l'écran, «Ce que je vis actuellement, j'en suis très content» et cetera, notamment dans le rapport d'exploitation par le travail et en fait, a posteriori, se rend compte que ça a fait du mal, à son esprit, à son corps, que en fait, s'il avait pu avoir une possibilité autre, il y aurait eu une possibilité autre. Et une fois qu'on a dit tout ça, je pense que la majorité des gens ont lu King Kong Theory de Virginie Despentes où elle raconte énormément de choses La et notamment majorité des gens. bah, si, c'est quand même hyper connu, King Kong Theory. La Je sais majorité peut-être des gens. Peut-être dans le chat, tu vois? Mais la majorité des gens, ah genre oui, dans la non, population oui, peut-être générale, dans tout les le monde a lu King Kong Theory. oui, non, pardon. Non, mais dans les gens qui s'intéressent au sujet du féminisme, en tout cas, je pense que la majorité des gens ont Pas lu King Kong Bégodeau, non. Theory. Non, mais moi, ce qui m'a beaucoup frappé, il y a plein de choses qu'elle dit qui sont très frappantes, Virginie Despentes, dans ce livre, mais elle parle aussi, hein, de cette expérience qu'elle fait du travail du sexe par, le Minitel, où elle a une forme de statut un peu indépendant parce qu'en fait, elle dépend pas d'un macro et cetera et d'à quel point, en fait, il y a des mecs qui voulaient la sauver, de quand elle était, travailleuse du sexe. Mais par contre, avant, elle avait fait des années à la caisse, à être extrêmement mal payée et à faire un travail d'hôtesse de caisse, très répétitif et douloureux et cetera et là, bah, aucun mec venait lui proposer de la sauver alors qu'en fait, elle était également en souffrance dans son travail. Tout ça pour dire que Despentes, elle a eu, aussi une histoire de viol, extrêmement brutale, sous menace d'une arme et cetera. Enfin voilà, toute une histoire un peu particulière, qui est commune à plein de femmes dans leur rapport, à la sexualité, à leur corps sexuel, à la manière dont il est utilisé ou non par les autres. Pour, terminer là-dessus, que ce soit Chris ou moi, comme vous l'avez compris, enfin moi j'ai pas une position, abolitionniste du travail du sexe en soi là comme ça sur une loi, parce qu'en fait j'ai envie de dire que c'est pas la question. Là, juste se dire, voilà donc il y a une situation de réification d'une femme avec de la violence qui est appliquée pour des raisons d'une société qui est structurée pour créer ça, à la fois avec la domination patriarcale et le capitalisme qui se mélangent et qui donnent ce genre de truc. Interdire à Lily Phillips de faire ça, est-ce que ça va éviter que ces C'est pas choses-là le arrivent? sujet. Est-ce que ça va la mettre en sécurité? Est-ce que non, en fait, non. Clairement. Donc 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 en gros, c'est elle qui est consentante de faire ça et qui gagne l'argent, mais c'est les mecs qui sont responsables, c'est ce que vous êtes en train de dire un peu. pas vraiment. Non, en fait, c'est une Ben oui, situation d'exploitation. Oui, enfin oui, oui. c'est une situation d'exploitation par le travail. C'est quand tu dis, par exemple, quand tu dis, est-ce qu'on va interdire euh, euh, le salariat, etc., pour remettre en question le capitalisme? Non, c'est pas la question. Ou Mmh. est-ce qu'on va violenter les gens qui donnent leur consentement au salariat? C'est-à-dire, est-ce qu'on va scruter les gens qui donnent leur consentement au salariat pour survivre, pour attaquer le capitalisme? Non. Le but, c'est justement de ne jamais attaquer les gens qui sont dans des conditions où leur consentement est arraché, euh, surconditionné, etc. Et de la même manière, nous, enfin ici, moi je suis pour étendre les droits au maximum de tous les gens qui sont dans le travail du sexe, etc., qu'on pourrait définir, etc., justement pour même en sortir du travail. Voilà. Donc, euh, justement, de montrer que ce travail, les droits que les travailleurs du sexe n'ont pas, et qui sont dans une espèce de situation de sous-salariat, etc., parce qu'on ne reconnaît pas justement leur existence et leurs rapports sociaux. Donc, ça, c'est critique et qu'il ne faut absolument pas les violenter, créer de la pénalisation de ce qu'ils font, etc. La question, c'est par contre, on interroge les violences qu'ils subissent. Quelles qui est responsable des violences qu'ils subissent? Pourquoi c'est des gens qui sont beaucoup plus souvent extorqués, brutalisés, etc. Pas parce qu'ils sont travailleurs du sexe, pas parce qu'ils n'ont pas le droit du travail, parce qu'ils sont dans une pratique, voilà, où il y a de la violence. Et il y a de la violence parce qu'il y a des structures de domination masculinistes, patriarcales, etc., qui fabriquent ça.
Voilà. Donc c'est ça qu'on interroge. On n'interroge pas le fait qu'il puisse le faire ou le fait qu'il puisse le faire dans les bonnes conditions. Voilà. Donc qu'il soit violenté, exploité, etc., on va jamais attaquer les prolétaires ou les gens violentés sur ce sujet. On attaque justement les conditions de production de cette violence. Voilà, tout simplement. Mmh. J'ai Et envie de faire, juste, de faire la remarque de vas-y. Stéphane Edouard là-dessus, la remarque qu'il fait souvent. Du coup, si vous êtes un peu, si vous considérez que les femmes sont pas capables de donner un consentement éclairé et tout, est-ce qu'il faut les mettre sous tutelle? Mais les hommes non plus, en fait. Les hommes non plus, Tout moi le monde sous j'aimerais tutelle. bien. T'as Tout le monde sous raison, tutelle. j'aimerais bien savoir. Moi, quand on interroge ce qui se fait là, moi, quel est le niveau de consentement des 100 hommes qui ont fait ça? Quel est leur parcours? Quelle est leur condition de vie pour, à un moment donné, considérer qu'ils ont fait ça de manière éclairée, libre et par pure volonté? Bah là, je veux dire, les gens qui sont dans le chat là, et qui font des blagues, mais je veux dire, c'est même pas du cartésianisme, ce niveau de croire que la conscience est capable de tout peser, mesurer, volonté et de sortir de détermination et de conditionnement. C'est juste ridicule. C'est pour ça que dans le tweet, il est interrogé le fait en lui-même, il n'est jamais interrogé la personne et la légitimité, ce qu'elle le fasse, et il est interrogé, la notion de consentement est évaluée. Qu'est-ce qui produit? Quelles sont les structures de violence, d'exploitation, de domination, de hiérarchie entre les hommes et les femmes, etc., qui produit ce fait de cette Lily Phillips qui fabrique qui fait ça et qui le filme. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Et de se dire, Mmh. est-ce qu'il n'y a pas justement un monde où ce genre de violence, alors moi je le qualifie de violence, il y en a peut-être qui trouvent ça non violent, pas de problème. Moi, je considère ça comme violent, comme je considère qu'il y a des travaux dans le monde du travail, dans le monde de l'exploitation qui sont violents et qui doivent être interrogés. Là, je considère qu'il y a un monde où cette violence-là ne devrait pas exister. Mmh. Ouais, donc voilà, je me permets juste pour terminer cette petite discussion de rappeler un petit truc qu'on rappelle pas souvent. C'est que les travailleuses du sexe sont beaucoup plus à risque de subir des violences très, 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 très importantes, particulièrement des meurtres, et que depuis le début de l'année, en France, on est à 6 ou 7 travailleuses du sexe qui ont été tuées. Voilà. Elle représente quasiment entre 5 et 10% des meurtres, des féminicides en France, alors qu'elle ne représente évidemment pas du tout 5 à 10% des femmes. Extrêmement surreprésentées dans les meurtres. J'ai jamais réfléchi à la question, est-ce que les travailleurs du sexe sont considérés dans les féminicides? Est-ce que c'est les mêmes ressorts qui ont lieu avec les travailleuses du sexe que dans le féminicide, tu vois? Alors il y Ça me a, paraît pas évident, tu vois, a priori. en C'est fait, peut-être le elles cas. sont, alors ça dépend. En fait, elles sont pas toutes comptées dans les féminicides. Il y a plein de manières de compter les féminicides différentes. Tu sais, il y a plein de débats. Il y a des gens qui excluent les femmes trans, par exemple, hein, des féminicides. Alors que bon, la violence spécifique vécue par les femmes trans, il y a vraiment une dimension profondément misogyne derrière, quoi, évidemment. Et donc, il y a différentes manières. Mais si on considère, tu vois, un féminicide, c'est être tué parce qu'on est une femme. Et ben, par exemple, le meurtre de Philippine, dont tout le monde a entendu parler, rentre dans un féminicide. Les meurtres faits par, je sais pas, Michel Fourniret, Guy Georges, enfin voilà, ces tueurs en série qui sont connus pour tuer spécifiquement des femmes, c'est aussi des féminicides C'est pas parce un qu'elles peu sont meurtres. limitant comme définition? Moi, j'aurais plus Bah, dit bien sûr. dans des ressorts de domination patriarcale, parce que tu vois, quand tu as une femme qui meurt sous les coups de son mari, elle meurt pas parce qu'elle est une femme, tu vois? C'est le Bah, mec qui se dit pas: «Je vais tuer une femme». Il tue si, sa parce qu'en femme fait, dans un rapport qui s'appelle la famille, qui s'appelle le couple hétérosexuel, tu vois? Enfin, oui, mais elle est quand même morte parce qu'elle est femme, pas parce qu'il a voulu tuer une femme. Mais c'est son statut de femme qui fait qu'elle est exposée à cette violence. Tu vois ce que je veux dire? oui, mais parce que c'est sa femme dans Bah dans oui, la famille et dans le couple hétérosexuel, ouais, c'est ouais, c'est parce son que quand on statut dit de la le femme, on fait croirait que c'est un truc très abstrait, tu vois? Que la non, meuf, elle en aurait fait, pu être tuée dans la rue par le même mec, tu vois? Mais après, j'en je suis un ignorant sur la notion, hein, non, non. apprenez-moi, tu vois? Mais Mais la notion est complexe de toute façon parce que, mais
Si tu considères que tu subis des violences parce que tu es une femme, tu peux en subir de différents types. Tu peux en subir dans ton cercle proche, c'est le plus fréquent. Et dans le fait d'être tuée parce que tu es une femme, le plus fréquent, ça va être d'être tuée par ton conjoint ou ton ex-conjoint. Et c'est ton statut de femme qui fait ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a, voilà, il y a 5 fois plus de meurtres d'hommes sur leurs femmes que de femmes sur leur mari. Et dans les meurtres de femmes sur les hommes, il y a beaucoup de cas où en fait c'est des situations de légitime défense, quasiment la moitié. Donc, euh, et c'est la structure de domination masculine qui fait le moment le plus à risque de meurtre au sein d'un couple, c'est la séparation. C'est le moment où on décide de partir, où il y a le plus de risque de se faire buter. Parce que en fait, pendant longtemps, on a appelé ça des crimes passionnels, mais en fait, c'est vraiment des crimes de dépossession, en fait. C'est-à-dire, c'est ma chose, elle m'appartient, elle décide de ne plus m'appartenir, et ben je vais péter cette chose, parce que si elle n'est pas à moi, elle ne sera à personne d'autre. Il y a vraiment voilà, ce ressort-là de crime de dépossession. Dans le cadre, par exemple, du meurtre de Philippines ou des tueurs en série connus que j'avais cités avant, donc qui représentent une petite partie des meurtres de femmes, hein, mais qui existent quand même, ces femmes, clairement, meurent parce qu'elles sont des femmes. Ce sont des hommes qui ciblent spécifiquement des femmes en tant que, en tant que, en tant en tant que proie, que chose. Et souvent, d'ailleurs, il y a des montées en puissance avec au départ des viols et puis en fait, on se rend compte que, c'est chiant de juste violer la personne parce qu'en fait, après, elle peut aller porter plainte et cetera. C'est la merde, on est retrouvé, donc autant la buter derrière. Donc il y a des gradations souvent sur ces profils-là avec d'abord des agressions sexuelles, puis des viols suivis de meurtres dans ceux qui vont dans les formes les plus violentes, de ces trucs-là. Et le truc est toujours le même, hein, c'est qu'en fait, c'est une chose, quoi. C'est une chose donc qu'on prend, qu'on se sert. Il peut même y avoir du Exactement. plaisir à asseoir la domination et la violence en imposant quelque chose. C'est-à-dire que le fait d'outrepasser, de contraindre, et cetera, fait partie du plaisir. Et voilà, et donc ça va pas au même titre que tous les viols ne se ressemblent pas, l'inceste d'un père sur sa fille n'est pas la même chose que, un homme qui va droguer une femme à une soirée, et la violer quand elle est inconsciente. Il n'empêche que derrière, le ressort, ça reste un ressort de domination et donc c'est au même titre qu'on peut faire, les mêmes parallèles entre, les conjoints qui vont tuer leur femme au moment où elle décide de les quitter et un homme qui, croise une jeune femme, en région parisienne et qui la viole et qui la tue en abandonnant son corps, dans le bois de Boulogne, comme c'est arrivé à Philippines. Et Ce sont des moi, je violences subies spécifiquement par les femmes, parce rajouterais qu'elles sont des femmes. une analyse matérialiste là-dessus, mais même matérialiste basique, hein. La violence, c'est un rapport entre des corps, quoi. C'est un Mmh. rapport entre des corps qui se violentisent qui se violentent entre les, entre, par du travail, comme on l'a dit, de manière directe, par du sport, comme on pourrait voilà, interroger aussi le sport là-dessus, par la sexualité, euh, qui est consentement ou non consentement, ça n'empêche pas la violence. Voilà. Il y a il y a des choses ça ne, jamais le consentement dit parce que ça c'est consenti, alors les corps n'ont pas été meurtris. Ça n'a aucun sens. C'est ça qu'on veut dire, c'est que les structures de domination font du mal au corps, que ce soit consenti ou non consenti. Les structures de domination patriarcales et hétéro centrées, androcentrées font du mal aux femmes, qu'elles soient consentantes ou non. Les structures bourgeoises font du mal au prolétariat, que le prolétariat signe un contrat de travail ou non. Les structures C'est ça. raciales et racistes, voilà, sont violentes envers les gens racisés, que les personnes comment dire, ressentent le racisme ou non dans la société. Donc l'idée même de juger de la violence en se disant sans homme qui passe sur une femme si elle est non consentante, c'est très violent. Sans homme qui passe sur une femme si elle est d'accord, ça ne l'est pas. Mais on voit bien l'idéalisme du truc. Ça n'a aucun Mmh. sens. Voilà. Mmh. Yes, yes, yes. Bon, on va peut-être s'arrêter là pour cette capsule. Ouais. N'hésitez pas à aller voir le nouveau numéro justement de Position Revue par rapport à tout ça. L'Empire masculin sur le site de Position Revue avec des participations de Dr Zoé, du Fou Allié, de Gwenola Ricordo, d'Aurore Coquelin et bien d'autres. Francis Dupuy-Derry, Anne-Claude Merci. Ambroise Rendu, Irène Bertonnet.
que tout le monde a lu, hein, selon Zoé, voilà, tout le monde a lu, la quasi-totalité de la Lu et population relu. a lu tous les écrits féministes. Mais non, King Kong Theory, lisez King Kong Theory, c'est hyper facile à lire, c'est une belle entrée en matière si vous avez envie de vous intéresser au féminisme, c'est du dépendre, c'est très percutant. Ça suffit pas du tout en termes de théorie, mais moi, c'est un peu ma Madeleine, c'est vraiment un des livres avec lesquels je suis rentrée dans le fait de me poser des questions, notamment sur le rapport que j'avais, moi, à la violence sexuelle, mon rapport personnel à ça. Et je pense que beaucoup de femmes ont fait des expériences de violence sexuelle extrêmement violentes. C'est mon cas, c'est le cas de beaucoup d'autres femmes. Et lire King Kong Theory, quand on commence à comprendre la violence qu'on a subie et qu'on a besoin de la politiser pour pouvoir en guérir, je trouve que c'est une étape qui est intéressante, donc je ne peux que vous le conseiller. Et les mecs, déjà, il y a des mecs qui ont subi de la violence sexuelle aussi, de la part de mecs, souvent. Même si tu le nies parfois, Tout- mais c'est bien que tu en Non, parles c'est cette fois-ci. faux. Je ne le lis jamais, espèce de méchant. Je ne le lis jamais. Non, mais par contre, c'est les mêmes ressorts, c'est-à-dire que c'est des hommes en position de prendre et de prendre le pouvoir qui vont chercher de la marchandise sexe, qui vont dérober de la marchandise sexe à d'autres personnes. Et c'est encore une fois la question de la violence sexuelle, elle est beaucoup plus dans l'action de l'auteur que la réception de la victime, encore une fois. La violence, on l'applique. Elle est liée au fait qu'on l'applique, elle n'est pas liée au fait qu'on la reçoit. Et du coup, est-ce qu'on peut répondre à la question qu'on posait dans le titre? Est-ce que baiser avec 100 mecs en une journée, c'est vraiment marxiste? Vas-y, Chris, je te laisse répondre à ça. C'est extrêmement matériel en tout cas. Je sais pas si c'est marxiste, mais en tout cas, c'est très concret, quoi, je pense. La Peu de question ne problème. peut pas se poser en ces termes-là, mais en tout cas, Euh, c'est les conséquences du capitalisme. Et non, Non, je rajoute sur Despentes, ce qui est bien avec Despentes en plus, c'est qu'il y a il y a un peu de drôlerie, d'humour, de second degré. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans. Elle vient chercher du trash, Ouais. elle remet ça dans une forme un peu soit drôle, soit très agressive, qui donne un espèce, enfin, je sais pas si tu le ressens comme moi quand on le lit, mais qui donne un Ouais. espèce de C'est vraiment filtre, percutant. voilà, Ouais. pour dire des trucs vraiment hardcore. Ouais. Et pour ça, Despentes, ça vaut vraiment le coup, quoi. Ouais, c'est la force qu'elle a des pentes et vraiment King Kong Theory, c'est un petit livre qui se lit vraiment bien et qui, je pense, notamment si vous êtes au début de votre formation sur ces sujets-là, si vous avez lu depuis longtemps, ça va pas changer grand-chose, je pense, mais si vous êtes au début de votre formation sur ces sujets, c'est des trucs qui donnent envie de lire plein d'autres trucs et de se poser plein de questions sur sa propre vie et sur sa propre agentivité, parce que si on peut conclure là-dessus, non, il y a plein de fois où on ne peut pas consentir, etc. Mais on peut s'emparer politiquement de ces questions-là et décider de le voir vraiment sous son angle politique militant, de se dire, en fait, moi, j'ai vraiment envie de me poser la question, de soulever les questions que pose cette situation et d'y apporter des vraies solutions concrètes et qui passent par la lutte politique et collective, évidemment. Yes, bon, sur ce, je vous invite comme d'habitude à donner sur le Tipeee, à vous abonner à la chaîne de Zoé, Docteur-Zoé-Revue, à Position Revue, et puis à aller lire Position Revue sur le net. Et on vous dit à plus. À plus tout le monde, salut.